Céline, merci pour l'invite. Ouais, je suis trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui, d'écouter ton parcours et puis d'en faire profiter les auditeurs. Donc, Ouais, moi aussi, très heureuse d'être là et on va essayer de comprendre un peu mon parcours pour que ça soit actionnable pour les personnes qui vont nous écouter. Ouais. super. Et donc, bienvenue aux auditeurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser voilà, à les écrire. Normalement, je peux les voir sur le côté. Voilà, si ça fonctionne bien. Alors, Tiffany, présente-toi un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Dis-nous voilà ce que tu fais au quotidien, où est-ce que tu vis. Donne-nous un petit peu des infos sur toi. Ouais, alors je suis freelance depuis 2 ans et je suis actuellement ghostwriter. Donc j'accompagne les CEO et fondateurs d'entreprises à prendre la parole en ligne. Donc ça peut être majoritairement LinkedIn et aussi via une newsletter. Donc je fais principalement du contenu écrit. Ça, c'est 50% de mon activité. Et 50 autres pourcents, c'est l'accompagnement de freelance en rédaction. Donc des rédacteurs SEO, des copywriters, des ghostwriters, et je les aide à développer leur activité. Euh, voilà. Et la deuxième question, c'était où je vis. Donc actuellement, je suis à Valencia en Espagne. Pendant ces 2 dernières années, j'étais digital nomade, donc j'ai beaucoup bougé. Et là, j'ai décidé de me poser parce que 2 ans de voyage, c'était génial. Mais j'arrive à un moment où je suis un peu fatiguée, où j'ai envie aussi de me concentrer sur mon business. Et pour ça, bah, il faut être posé quelque part. Donc j'ai choisi l'Espagne et Valence. D'accord. Et du coup, est-ce que tu parles espagnol au quotidien ou avec les Pas locaux? du tout. Mon niveau d'espagnol est très mauvais. En fait, j'ai fait allemand à l'école, dans FD2. J'ai commencé l'espagnol il y a 1 an et demi quand j'étais au Mexique. J'ai pris quelques mois de cours histoire d'avoir des bases. Mais j'avoue que je fais pas du tout d'efforts pour développer mon espagnol. Et au quotidien, ici, je vis en co-living. Donc, je partage une maison avec 7 autres personnes. C'est des internationaux pour la plupart, donc on parle anglais. À Valence, ça parle bien anglais aussi. Donc, j'essaye de faire l'effort, tu vois, quand je vais au restaurant, dans un café et tout, de parler espagnol. Mais dès qu'on sort un peu des basiques, je perds pied. Donc, on switch souvent sur l'anglais, quoi. Ouais. Donc du coup, parle-nous de ton parcours avec l'anglais. On va remonter, avant de nous parler d'aujourd'hui, on va remonter beaucoup plus loin. J'aimerais que tu nous décrives son parcours scolaire. Est-ce que tu aimais l'anglais à l'école? Est-ce que tu en gardes de bons souvenirs? Donc collège, lycée et ensuite. Alors, pas du tout. J'ai un parcours scolaire assez chaotique avec les langues. Euh, En fait, je pense que c'est venu parce que j'ai pas rencontré les bons profs. Tu vois, j'ai des souvenirs de. Donc, j'ai commencé l'anglais en sixième. Je pense qu'aujourd'hui, les élèves ils commencent plus tôt, mais moi à l'époque c'était à partir de la sixième, donc j'avais 11 ans. Euh, et j'ai des souvenirs d'une prof qui était, enfin, t'avais un peu l'impression qu'elle était obligée d'être là et elle avait pas du tout envie d'être là, quoi. Ouais. Donc, bah, malheureusement, ça aide pas à apprendre. À l'époque, c'était un magnétophone, et faisait, tu sais, avance rapide, retour en arrière, pour qu'on entende un peu des trucs d'anglais. Enfin, c'était vraiment pas top. Et donc, enfin, je sais pas, on avait peut-être 2 heures par semaine, et à chaque fois, c'était le supplice. Euh, Après, au lycée, pareil, ça a été assez chaotique. Pour te dire, je me rappelle au bac, j'ai eu 5 en anglais. C'était vraiment une cata. Euh, et après, bah, en LV2, j'ai fait allemand et c'était pareil. C'était une prof, c'était très compliqué. Elle avait pas envie d'être là non plus, etc. Et après, en études supérieures, j'ai fait un BTS. Je devais avoir de l'anglais, mais j'ai pas de souvenir. Mais tu vois, pareil, ça devait pas être fou, quoi. Mmh. Et puis j'étais vraiment un peu dans ce mood de non mais de toute façon, pas besoin de parler anglais, en France. Et j'avais Ouais. pas envie de faire une carrière internationale spécialement, tu vois. Mais Mmh. par contre, j'ai toujours été attirée par l'étranger. Tu vois, quand j'avais 18-19 ans, j'avais envie de partir vivre à l'étranger. Au final, je l'ai pas fait. Mais tu vois, quand j'imaginais partir à l'étranger, je me voyais bien partir au Canada, au Québec, tu vois, parce qu'ils parlaient français. Donc, Ah c'était ouais. possible pour moi d'y aller. J'envisageais pas du tout un pays anglophone, quoi. Oui, parce que pour toi, à ce moment-là, la langue était encore une barrière. Ouais, à fond. Et c'était une barrière qui me paraissait infranchissable. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que tu en as gardé un mauvais souvenir à l'école. Quand tu es sorti du système scolaire, j'imagine que tu avais des bases assez fragiles, vu ce que tu nous décris. Donc, du coup, pour toi, c'était impensable de partir vivre dans un pays anglophone ou autre. Ouais, exactement, c'est ça. D'accord. Et du coup, il me semble que tu es parti vivre 2 ans, c'est ça, au Royaume-Uni.
Ouais. Donc c'était à quelle période ça? C'était quelques années après ton BTS? Ouais, j'avais 28 ans quand je suis partie. Euh, En fait, ce qui s'est passé, il y a eu un déclic, si tu veux, après mes études. Enfin, j'étais déjà dans la vie active pendant mes études et j'ai continué, j'ai évolué et tout. Et il y a eu un moment où, je sais pas, tu vois, j'avais un peu marre de poursuivre une carrière que je comprenais pas trop pourquoi. Et j'ai commencé à voyager, notamment en rejoignant une amie à moi qui vivait à Dubaï à ce moment-là. Donc c'était mon premier gros voyage, tu vois, je suis partie 10 jours, on a visité Dubaï, Oman aussi, qui est le pays juste en dessous des Émirats Arabes Unis. Et là, en fait, ça a été difficile pour moi de communiquer avec les gens. Alors, mon amie parlait très bien anglais, donc en gros, si elle n'était pas là, j'étais incapable de communiquer, mais je te parle juste, tu vois, dans un hôtel pour réserver une chambre, au restaurant pour commander. Et je me suis rendu compte à quel point c'était problématique. Je voulais voyager, mais je n'avais pas du tout des bases d'anglais pour échanger avec des gens, quoi. Hmm. Et donc, ça a vraiment été mon déclic, ce voyage-là, pour me dire, bah, il faut que je progresse en anglais parce que j'ai aujourd'hui envie d'aller découvrir le plus, quoi. Hmm. Euh, et donc, bah, je fais rarement les choses à moitié. Donc, je me suis dit, c'est quoi la meilleure façon d'apprendre l'anglais? C'est d'aller vivre dans un pays anglophone. Et je sais pas, Londres m'a toujours fait un peu rêver, sûrement, tu vois, les séries, les films et tout. Et donc, je me suis dit, bah, je vais partir un an à Londres. Donc, je suis revenue de ce voyage. Un mois après, j'ai posé ma démission de mon CDI. Et j'ai dit, bah, pars. Et voilà, j'ai pris un aller simple. Enfin, j'ai fait d'abord un week-end, 2 jours pour chercher un appart sur place. Et puis, un mois après ce week-end-là, je débarquais avec 2 valises et 3 mots d'anglais. Et pas Ouais. de job, et voilà. Ah oui, donc là, on peut vraiment dire que tu t'es jeté dans le grand bain. Exactement. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. Et c'est ce que je fais pour tout dans la vie. Quand je me suis lancée en prix, c'était aussi ça. En fait, j'ai pas de plan B, quoi. Ouais, pour toi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Je pense que Oui, certaines personnes là se disent, moi, je veux pas faire ça. oui, sûrement, sûrement. Ça peut paraître un peu fou, tu vois, mais je pense que passer à l'action, c'est le meilleur moyen. Et, euh, et là, tu vois, ben, quand j'ai débarqué à Londres, en fait, j'avais pas d'autre choix que de parler anglais. Euh, Tu vois, j'ai cherché une coloc avec que des internationaux. Je voulais pas de français. Pareil, j'ai trouvé un job. Il y avait une française dans l'équipe, mais principalement, bah, tout le monde parlait anglais. Les clients, j'étais obligée de parler anglais avec eux. Je bossais dans une boulangerie. Euh, et je me rappelle qu'au début, c'était dur. Ça a été Tu très, devais très être dur. épuisé le soir. Ouais, exactement. Euh, c'est vraiment ça. En fait, c'est une fatigue mentale intense parce que tu es tout le temps en train de réfléchir le moindre truc que tu veux dire. Il faut absolument. Enfin, tu fais marcher ton cerveau beaucoup, quoi. On se rend pas compte quand on parle français. Ouais. C'est pas un effort de parler, mais quand Mm. tu parles en anglais, c'est vraiment un effort. Enfin, notamment au début. Et même aujourd'hui, tu vois, que je suis à l'aise en anglais. Des fois, quand je passe une journée entière avec des internationaux et que je parle toute la journée en anglais, je suis quand même fatiguée à la fin, plus que si j'avais passé une journée avec des Français, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et là, tu nous dis que c'était vraiment dur. À chaque fois que tu voulais parler, tu devais réfléchir. Mais pour comprendre, parce que souvent les Français ont un niveau de compréhension meilleur que leur niveau d'expression. Comment était ton niveau de compréhension? Ouais, t'as raison. Je pense que je me suis rapidement rendu compte que je comprenais beaucoup mieux que ce que je pensais. Euh, et en fait, j'avais un peu un. Comment dire, en fait, je regardais déjà pas mal de séries en anglais, sous-titrées en français, mais en anglais. Donc, en fait, inconsciemment, tu vois, j'avais quand même, je pense, un vocabulaire. Euh, et puis après, quand tu es dans le contexte aussi, c'est quand même plus facile à comprendre. Alors, j'ai galéré, hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais effectivement, j'avais un niveau plus avancé que ce que je pensais que j'avais, tu vois. Et Ouais. au début, ce qui était vraiment dur, c'était de parler par la peur du jugement, principalement. Tu vois, de faire une bêtise et que la personne en face, elle te dise, mais enfin, tu sais pas parler, c'est n'importe quoi, c'est ton accent, etc. Qui, je pense, sont des gros blocages chez les Français. Et en fait, en tout cas, à Londres, déjà, il y a beaucoup d'internationaux, il y a beaucoup de gens ce n'est pas leur langue maternelle, l'anglais. Et du coup, c'est Mm. normal de parler avec un accent. Tout le monde a un accent, tout le monde fait des erreurs, etc. Mais personne n'est dans le jugement. Et de manière Mm. générale, les anglophones sont beaucoup moins dans le jugement qu'on l'est en France. Tu vois. Mm.
Oui, c'est sûr que quand tu t'adresses à quelqu'un dans la rue, il va pas te corriger en te disant ou te corriger ou se moquer de toi parce que tu as fait une erreur. Exactement. Les seuls qui le font, c'est les Français. D'accord. Et alors, du coup, tes débuts ont dû être vraiment coûteux, mais Ouais. donc, en fait, tu t'es immergé vraiment à Londres, tu t'es immergé, tu t'es jeté dans le grand bain. Et donc, j'imagine que ces 2 années t'ont permis d'être à l'aise à l'oral. Et Ouais. ensuite, du coup, tu quittes Londres et comment tu continues? Quel est ton rapport à l'anglais les années suivantes? Bah, en fait, j'ai quitté Londres, mais pour partir digital nomade, si tu veux. Donc, je suis pas, enfin, je suis rentrée en France quelques mois, mais je suis assez vite repartie et assez vite enfin, je suis tout le temps dans un contexte international, en fait. Même si je suis dans des pays, tu vois, j'ai fait le Mexique, le Guatemala, tout ça, ça parle espagnol, mais euh, j'étais quand même dans des endroits où il y a d'autres digital nomades, donc on est entre internationaux, on va dire. Donc, j'ai plus parlé anglais que espagnol. Tu vois, au début de l'année, j'étais en Australie, donc bah, ça parle aussi anglais. Donc au final, l'anglais a jamais vraiment quitté mon quotidien et ça, c'est aussi un désir, tu vois, de ma part. Aujourd'hui, j'ai pas envie de vivre en France, alors c'est pas que pour ça, mais, euh, mais c'est aussi parce que j'aime être dans un environnement international pour pratiquer une autre langue et pour continuer d'être stimulée là-dessus, tu vois. Ouais. J'ai encore plein de questions pour toi, mais si les auditeurs qui nous écoutent ont aussi envie de te poser des questions, voilà, n'hésitez pas à les taper et je les poserai aussi à Tiffany. Du coup, quand tu t'es formé au copywriting et aux stratégies business, est-ce que tu as suivi tes formations en français ou en anglais? Euh, En français, c'est sûr, à 100%, est-ce que j'ai suivi une formation d'anglais? Je crois pas. Toutes les formations que j'ai faites dans ma reconversion, j'ai tout fait en français, aussi parce que, tu vois, la rédaction, c'est quand même particulier. Mm. Euh, Écrire en anglais, c'est un autre stade quand même. Enfin, écrire professionnellement. Ce que je te disais, par exemple, sur mon Instagram, j'écris en anglais et c'est fine parce que, en fait, je raconte mes voyages, machin, enfin. Et donc, c'est OK. Et puis, j'ai aussi 50% de mon audience sur Insta qui est la communauté internationale. Euh, mais écrire professionnellement en anglais, c'est quand même un autre stade. Et Mm. je m'exprimerai jamais comme un natif, tu vois. Et puis aussi, ça me demande plus d'efforts, encore une fois, d'écrire en anglais qu'en français. Et donc, en fait, bah, professionnellement, l'idée, c'est de gagner de l'argent et d'être le plus rentable possible. Donc, j'ai pas d'intérêt à aller écrire en anglais. Mm. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans mon développement business, les contenus anglophones ont eu un énorme impact. J'ai beaucoup lu de livres business en anglais. Il y en a pas mal qui sont pas traduits. Je lis beaucoup de newsletters, d'articles, etc., de créateurs et d'entrepreneurs anglophones. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence. Alors, il y a des créateurs français qui sont très bien, je ne veux pas rabaisser ça. Mais il y a quand même une ouverture d'esprit aux US qui est différente de la France. Et ils ont aussi une vision business différente Mm. qui, c'est pas forcément meilleur, mais c'est complémentaire. Et souvent, ils sont un peu dans le futur, tu vois, par rapport à nous. Euh, donc c'est hyper intéressant d'être capable de comprendre ce qui se passe là-bas, quoi. Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple précis à nous donner de quelque chose une découverte que tu as faite, en marketing par exemple, qui n'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé en France et là tu t'es dit, ouais, ça c'est déjà bien développé aux États-Unis, je vais continuer de creuser là-dessus. Tu parles d'une tendance marketing, par Ouais, exemple? ouais, ouais, c'est ça, tendance ou. euh, Non, j'ai pas vraiment d'exemple. C'est plus, tu vois, j'ai des contenus qui m'ont, c'est un peu exagéré, mais tu vois, qui ont un peu changé ma vision de la vie. Notamment, enfin, tu vois, j'ai deux livres en tête qui sont pas traduits en français. Le premier, c'est How to Be Everything de Emily Wapnick, je crois qu'elle s'appelle comme ça. En fait, c'est un livre sur les multipotentiels. Donc, c'est les personnes, tu vois, qui ont besoin de faire plusieurs choses en même temps, d'avoir plusieurs projets, qui ont du mal à avoir qu'un seul job, par exemple, etc. Et en fait, moi, je suis comme ça, mais j'avais pas conscience du tout de ça, tu vois. Et un peu, enfin, on te dit, il faut que tu aies un seul job, tu poursuis ta carrière. Quand tu te lances en freelance, il faut avoir qu'un seul projet, sinon tu vas échouer, etc., etc. Et j'avais vraiment du mal à rentrer dans cette case-là. Et ça me complexait un peu, tu vois. Je me disais, bah, attends, si je lance deux, trois projets, je vais jamais y arriver, etc. Et de découvrir ce livre-là,
ça m'a ça m'a permis de comprendre que il y a des gens qui fonctionnent comme ça et qui réussissent. Tu vois, il n'y a pas qu'une seule manière de réussir. Et franchement, enfin, je le recommande à tout le monde. Ce livre, il est vraiment assez ouf. En plus, il est plutôt facile à lire, etc. Et le deuxième livre qui a vraiment eu un gros impact sur moi, c'est The Art and Business of Online Writing de Nicolas Cole. Et pareil, c'est en gros, Nicolas Cole, c'est un entrepreneur à succès, ghostwriter, qui a monté une agence à plusieurs millions de dollars de CA et tout. Et c'est plus dur à expliquer quel impact il a eu, tu vois, mais j'ai pris conscience de beaucoup de choses sur le fait que j'avais envie d'être une créatrice et de produire des choses pour moi, tu vois, et pas seulement écrire pour mes clients. Et donc, du coup, d'avoir une vraie création de contenu, un vrai écosystème avec une newsletter, un blog, etc. Et, et voilà, et les deux livres ne sont pas dispo en français, tu vois. Ouais. Le premier là que tu as cité, ça me donne envie de le lire parce que c'est marrant, on a toutes les deux activités à 50%. Et je pense que des fois, ça peut faire du bien, tu vois, de voir qu'il y a d'autres possibilités et d'autres façons de penser, d'autres façons de travailler. Et oui, donc en gros, ce que tu nous décris, c'est que lire en anglais, ça t'apporte pas forcément des stratégies marketing, mais ça te permet de grandir toi et de faire grandir ton business. C'est ça. Ouais, exactement. En vrai, enfin, tu vois, je lis aussi des contenus qui vont m'apporter des stratégies marketing, etc. Mais souvent, parce que j'ai commencé à consommer du contenu français avant de passer au contenu anglais. Et en fait, bah, il y a quand même des créateurs français qui ont fait le job avant moi et qui du coup reprennent les strates marketing. Enfin, personne n'invente rien, mais même les anglophones. Hein. Tout a déjà été dit et redit, etc. Et donc, tu as des créateurs qui vont un peu s'approprier un concept, après en citant souvent la source d'ailleurs. Donc, sur le côté stratégie, aux US, j'ai souvent retrouvé des choses que j'avais déjà lues sur des créateurs français, tu vois. Mais mais c'est quand même bien de faire une veille, tu vois, régulière. Et puis, encore une fois, tu vois, d'avoir une autre vision du business et pas que la vision française, en fait. C'est ça, puis quand le créateur français partage ces stratégies-là, il se les est appropriées. Donc ça a forcément un petit peu déformé, tu vois, pouvoir aller à la source chercher ces informations, c'est quand même pas la même chose. Ouais, exactement. Et puis tu parlais des livres qui sont pas tous traduits, et ceux qui sont traduits, des fois la traduction elle est quand même pas super, quoi. Et c'est pareil pour les films d'ailleurs, tu vois, un des tips un peu qui m'a vraiment aidé quand je suis arrivée à Londres, j'ai re-regardé tous les classiques en anglais, sous-titrés anglais. Par exemple, tous les Harry Potter, tu vois, il y a un truc tout bête, mais dans le film 4, en fait, tu sais, c'est les écoles, il y a 3 écoles qui viennent à Poudlard pour faire un tournoi là. Et en fait, il y a une des écoles, c'est une école française. Et dans le film en version originale, du coup, il parle français. Et ça, tu vois, je l'avais pas du tout capté quand j'avais regardé la version française, en fait. C'est un détail, c'est bête, mais en fait, on passe à côté de certaines choses quand on regarde les films et les séries en version française. Et des fois, la traduction, elle est pas bonne, tu vois. Ouais. Donc là, on a parlé des livres, des séries. Je crois que tu es aussi une grande fan de podcasts. Ouais, à fond. Mais par contre, j'écoute pas de podcast en anglais. Ça, c'est marrant que t'en parles. J'écoute pas de podcast en anglais par flemme, très honnêtement. Parce que je sais pas trop. Tu vois, en fait, quand j'écoute un podcast, souvent, je suis en train de faire autre chose. Et du coup, évidemment, je vais quand même être attentive à ce qui se dit. Mais tu vois, si je l'écoute en anglais, ça va me demander un effort supplémentaire que j'ai la flemme de faire. On va pas se mentir, c'est purement de la flemme. Donc pourtant, tu vois, je regarde par exemple des vidéos YouTube en anglais et tout ça, mais pour la partie podcast, le fait qu'il y ait que l'audio aussi, ça demande un effort supplémentaire, tu vois. Ouais. Mais d'un autre côté, il y a des podcasts, il y a des pépites qui ne sont pas accessibles sous forme de vidéo sur YouTube, tu vois. C'est que des podcasts. Non, c'est sûr que je passe à côté de quelque chose, mais faut pas tout faire non plus, quoi. Ouais. Bah, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute des podcasts dans des en même temps que des tâches qui ne demandent pas de réflexion. Tu vois, faire le ménage, j'allais dire conduire. Conduire, ça demande quand même un peu d'attention. Ouais. Mais voilà, c'est quand même bien automatisé la conduite. Donc, et puis, évidemment, si j'ai besoin de me concentrer sur la route, je vais ne plus écouter le podcast. C'est pour ça que j'écoute souvent des épisodes plusieurs fois.
parce que j'ai pas pu être attentive du début à la fin. Mais tu vois, c'est ce genre de tâches, quoi. Quand je marche, quand je fais le ménage, quand je conduis. Ouais. Ok, et tu es fan, donc tu écoutes des podcasts en français et tu vas aussi lancer le tien, le podcast, bientôt. Est-ce que tu t'es projeté, comment tu imagines les choses? Est-ce que tu vas inviter que des Français ou est-ce qu'à terme, tu aurais envie d'inviter aussi des anglophones? Non, ça va être 100% français. En fait, enfin, c'est comme tout ce que je fais, tu vois. Pourquoi je travaille pas en anglais, pourquoi je rédige pas des articles de blog en anglais, etc. C'est d'un point de vue ROI en fait. Mm. Enfin, encore une fois, tu vois, si je dois inviter un anglophone, ça va me demander 2 fois plus de travail. Euh, et l'objectif, enfin, c'est vraiment de faire un truc rapide. Enfin, rapide. Ça demande quand même du temps, tu vois, mais et puis mon audience aussi, en fait, l'objectif de ce podcast, c'est aussi, enfin, il y a aussi un objectif business. Et en fait, bah, tout mon business est en français, toute mon audience est en français, donc il n'y a pas d'intérêt pour moi d'aller sur cette cible-là anglaise. Ouais. Pour toi, l'anglais, c'est pas dans le but de développer ton business en anglais, d'avoir des clients anglophones. C'est vraiment plus faire une Ouais, veille, voilà, par les lectures, par différentes écoutes et tout ça. exactement. Ouais. D'accord. Et si là demain, tu vas te coucher ce soir et demain tu te réveilles et voilà, t'as perdu ton anglais. Tu ne comprends plus, tu ne peux plus parler. Enfin voilà, tout est parti, tout a disparu dans la nuit. Qu'est-ce que tu ferais? Bah, écoute, je pense que je ferais pareil. Je déménagerais dans un pays anglophone pour, euh, pour m'immerger, trouver un job alimentaire, tu vois, comme j'ai fait. J'étais serveuse dans une boulangerie et pour moi, c'est le moyen le plus rapide de d'apprendre. Euh, et tu vois, enfin, c'est vraiment une skills indispensable dans ma vie aujourd'hui. Donc, si je la perds demain, je ferai tout pour la retrouver, quoi. Ouais. Ouais, donc tu referais la même chose en fait, hein. Tu t'immergerais Ouais, dans ce pays anglophone pour recommencer de zéro. ouais. Ok. Super. Est-ce que tu veux, Tiffany, rajouter quelque chose? Une question que j'aurais pas pensé à te poser, un témoignage par rapport à l'anglais, une situation que tu as vécue voilà, pendant ton parcours? Euh, Non, je pense qu'on a fait le tour enfin, je pense que ce qui est vraiment important de retenir et un peu ce que j'ai envie de faire passer et que je partage dans tous mes contenus, c'est vraiment de passer à l'action en fait. Que ce soit avec l'anglais ou avec autre chose, en fait, quand tu as envie de faire quelque chose dans ta vie, il faut pas attendre d'être prêt, le bon moment, etc. En fait, il n'y a jamais de bon moment, et on a toujours une excuse pour faire autre chose de mieux. Euh, Si c'est apprendre l'anglais, bah, ça peut être déjà commencer avec bah, regarder des séries Netflix en anglais avec les sous-titres en français dans un premier temps. Ensuite, se faire un peu violence pour passer les sous-titres en anglais. Oui, au début, on comprend rien, c'est ce que j'ai fait. Mais avec le contexte, avec les images et tout, petit à petit, tu arrives à comprendre. Et en fait, on se rend pas compte, mais notre cerveau, il emmagasine beaucoup de choses. Moi, au bout de, je sais pas, 2, 3 mois à Londres, tu vois, des fois, je sortais des tournures de phrases. Je me disais, mais c'est moi qui ai dit ça, ça sort d'où, tu vois. Et en fait, voilà, c'est mon cerveau qui avait emmagasiné le truc, quoi. Donc ouais, faut y aller, quoi. Ouais. Donc ce que les auditeurs peuvent retenir, c'est passage à l'action. Pas forcément se jeter Exactement. dans le grand bain comme tu l'as fait. Tu vois, moi j'ai eu une méthode beaucoup plus douce vu que j'ai pas pu voyager. Je me suis créé un environnement anglophone, mais à la maison. Et en fait, ce qui compte, voilà, c'est vraiment s'immerger dans un environnement, que ça soit à la maison ou dans un pays anglophone, passer à l'action et se dire que tout est possible. En fait, c'est ça. On peut conclure comme ça. Ouais, exactement. C'est un peu mon mantra. Et oui, et comme tu dis, enfin, quand je dis passer à l'action, ça peut être des petites actions. Mais c'est Ouais, vraiment, il faut mettre un pied devant l'autre, quoi. C'est c'est le seul ça. moyen d'avancer. Ouais. Et puis je voudrais pas que nos auditeurs se disent ah bah moi je peux pas voyager pour l'instant donc ah ouais c'est chouette ce que Tiffany elle a fait mais moi voilà c'est pas possible pour moi de voyager donc c'est pas pour tout de suite l'anglais alors qu'en fait tout est possible quand même. Ah oui, oui, non, mais complètement. Enfin, comme je te dis, enfin, le tips Netflix, c'est le premier truc ultra actionnable que tout le Ouais, monde peut faire ce soir, quoi. Tu vois. c'est clair, c'est clair. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet pour un peu avec plusieurs étapes, tu vois, pour progresser et pas être juste en mode écoute passive, parce que c'est Mhm. intéressant aussi hein, d'écouter des séries de manière passive. Et du coup, dans la vidéo, je décris aussi un peu comment faire pour comment dire, pour optimiser ce temps-là, quoi. Ouais, Ah, trop bien. je vois qu'on a une question. Euh, alors,
Léina qui dit merci pour ce témoignage. Quand on a la chance d'aller à l'étranger, il faut y aller. Mais créer l'immersion depuis chez soi est possible, comme l'a fait Céline, et ça c'est super. Nous sommes chanceux de vivre dans une société numérique qui nous permet de nous ouvrir à l'anglais. C'est ça. À fond. Ouais, je pense qu'il y a 20 ans, enfin, je sais pas, 25, 30, j'en sais rien, c'était quand même beaucoup plus compliqué. On n'avait pas accès à tous ces outils voilà, qui nous permettent de s'immerger même à la maison. Ah oui, bah, enfin, Internet a changé la donne sur beaucoup de choses et l'anglais et toutes les autres langues d'ailleurs en fait partie grandement. Donc, ouais. exactement ça. Eh bien, merci beaucoup Tiffany pour ton partage. J'espère que ça aura inspiré plein d'entrepreneurs. Et bonne journée. À bientôt. Ciao. Au revoir.